Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, particulièrement les élèves des classes de 4e du collège Charlotte Delbos de Tronget. Soyez les bienvenus, disais-je, pour cette 4e séance consacrée à la séquence 6 d'histoire consacrée, est-il besoin de le rappeler, à la fin de la Révolution, c'est-à-dire au Consulat et au Premier Empire, entre 1799 et 1815. Et il est maintenant temps de commencer à répondre à la problématique générale, à la question générale de notre séquence. Napoléon Bonaparte a-t-il poursuivi ou au contraire a-t-il trahi l'œuvre de la Révolution française de 1789 ? Eh bien, comme vous allez vous en rendre compte, il n'est pas si facile que cela de répondre à cette question, et nous allons en avoir un premier aperçu avec la séance d'aujourd'hui, qui va être consacrée à Bonaparte, acteur et continuateur de la Révolution. La séance s'intitule donc Grandet, Bonaparte, acteur et continuateur de la Révolution, avec une problématique qui tombe du coup sous le sens. En quoi Napoléon Bonaparte a-t-il été fidèle à l'œuvre de la Révolution de 1789 ? Autrement dit, en quoi peut-on considérer qu'il est le fils de la Révolution ? Peut-être pas aussi exigeant qu'un Robespierre, mais néanmoins un digne continuateur, un héritier de la Révolution. C'est ce que nous allons donc voir maintenant. Nous l'avons vu au cours de la première séance, la séance inaugurale consacrée à la jeunesse de Bonaparte. Bonaparte est avant tout un acteur de la Révolution. Je vous rappelle qu'il a contribué en septembre 1793 à chasser les Anglais et les royalistes du port, de la citadelle du port de Toulon. Il a permis à la République française, à l'époque de la Terreur, de mettre fin à la présence anglaise à Toulon, et je vous rappelle que Toulon, c'est le premier port de guerre français sur la Méditerranée. Et le jeune capitaine Bonaparte s'est illustré vaillamment, a même reçu une blessure, comme je vous l'ai raconté à ce moment-là. Donc là, on peut dire qu'il s'est comporté comme un héros de la Révolution, comme tant d'autres avant lui et après lui. De même, 2 ans plus tard, Bonaparte, monté en grade, devenu général, va être le sauveur de la Révolution et de la République en massacrant à coups de canon des royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch à Paris. Bonaparte étant représenté, désigné par la flèche rouge sur l'image de votre diapo. De même, dans les années qui suivent, entre 1796 et 1799, Bonaparte va mettre son épée, son talent, sa chance, son ambition démesurée au service de la République et donc de la Révolution, d'abord à travers la campagne d'Italie contre l'Autriche, puis à travers la campagne d'Égypte, l'expédition d'Égypte contre le sultan des Turcs et son allié britannique. Donc il est incontestable que Bonaparte a donné des gages de fidélité très sérieux à la Révolution. C'est un produit de la Révolution. Mais il n'y a pas que l'itinéraire personnel, l'histoire personnelle de Bonaparte qui plaide en faveur de sa fidélité envers la Révolution et la République. Il y a aussi toute une batterie de réformes, de mesures prises par le consul Bonaparte, donc après le coup d'État de Brumaire de novembre 1799,
qui vont montrer que Bonaparte est le digne continuateur de la Révolution française. J'en veux pour preuve la mise en place des préfets, relais de l'autorité de l'État. Je vous le rappelle que les révolutionnaires, Mirabeau en tête, ont mis en place à partir de 1789, donc dès les débuts de la Révolution, un nouveau découpage administratif qui à l'époque comportait 83 pièces et que l'on appelait les départements, en remplacement des anciennes administrations d'Ancien Régime. Alors, non seulement Bonaparte va conserver les départements, mais il va améliorer le fonctionnement des départements, parce qu'au fond, les départements étaient un peu des boîtes vides. C'était donc des territoires de taille à peu près égale, que l'on pouvait parcourir du nord au sud et d'est en ouest en une journée de cheval, qui était doté d'un chef-lieu de département, Moulins dans le cas du département de l'Allier, mais c'était à peu près tout, c'était des boîtes vides. Bonaparte va remplir les boîtes avec des préfets. Et pour nous en convaincre, je vous invite à lire avec moi la lettre circulaire, c'est-à-dire la lettre administrative de Lucien Bonaparte, et oui, le petit frère, ministre de l'Intérieur, en date du 13 février 1800. Mais ne vous y trompez pas, c'est peut-être Lucien Bonaparte qui a signé la lettre, mais elle a été inspirée par Napoléon, le grand frère. Vous êtes appelés à seconder le gouvernement dans le noble dessein, avec un E, donc le noble but, le noble objectif, de restituer la France à son antique splendeur, d'y ranimer ce qu'elle a produit de grand et de généreux, et d'asseoir enfin ce magnifique édifice sur les bases inébranlables de la liberté et de l'égalité. Autrement dit, Bonaparte se pose en héritier de la Révolution, puisque la Révolution s'est construite sur deux piliers, ce qu'il appelle les bases inébranlables dans cette lettre, que sont la liberté et l'égalité, et je vous le rappelle, nous l'avons étudié en histoire comme en EMC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 peut se voir résumée en deux mots, que sont justement les mots liberté et égalité. Alors certes, par la suite, Bonaparte va tempérer son propos. Soyez toujours le premier magistrat du département, autrement dit le premier dirigeant du département, jamais l'homme de la Révolution. Parce que nous verrons la prochaine fois, dans la prochaine séance, que Napoléon, certes, est en même temps l'héritier de la Révolution et celui qui veut y mettre fin. Veillez à vous occuper sans délai de la conscription, autrement dit du service militaire obligatoire, hein, bah oui, puisque la France est en guerre contre à peu près toute l'Europe, il lui faut des soldats, donc elle ne peut pas s'appuyer que sur les volontaires, donc il faut mettre en place un service obligatoire, et de la rentrée des contributions, autrement dit des impôts. Et oui, l'État a besoin d'argent frais, et il faut que les impôts rentrent. Donc on voit que le préfet, ce qu'il est encore de nos jours dans les départements et les régions, le préfet est le représentant direct de l'État dans son territoire. Il est un peu l'héritier des comtes de l'empereur Charlemagne à l'époque de l'Empire carolingien, à cheval sur les 8e et 9e siècles. Autre argument qui plaide en faveur de la théorie de l'affirmation selon laquelle Bonaparte est le digne héritier, le digne continuateur de la Révolution, eh bien c'est ce que l'on a appelé le Concordat de 1801. Alors, je vous le rappelle parce que c'est assez important, il faut avoir bien le contexte en tête, que la Révolution s'est très vite retrouvée en situation de guerre avec l'Église et le clergé catholique français. Tout simplement parce que l'Église a été le pilier, l'un des piliers avec la noblesse de l'Ancien Régime avant la Révolution, hein, un des deux ordres privilégiés,
qu'elle a donc été considérée rapidement, notamment par les sans-culottes, par les montagnards, comme un ennemi naturel de la Révolution et de la République, et au moment de la Terreur, eh bien, la guerre a véritablement éclaté. Quand on a vu un représentant en mission comme Jean-Baptiste Carrier multiplier les noyades à Nantes, par exemple, ou quand on a vu d'autres représentants de la République massacrer, chasser les curés, les moines, les bonnes sœurs. Bon. Et donc, depuis 1793, les relations entre l'Église et la République française étaient très mauvaises. D'autant qu'en plus, depuis 1789, la Révolution avait proclamé la liberté de conscience, donc le droit pour les Français de ne plus être obligatoirement de religion catholique, ce qui revenait à mettre fin à l'édit de Fontainebleau, qui depuis Louis XIV, qui depuis 1685, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, obligeait tout Français sous peine de mort, littéralement, à être ou à se convertir à la religion catholique. Donc il y avait de sérieux motifs de fâcherie entre la France révolutionnaire et l'Église, et Bonaparte va décider de signer la paix religieuse entre l'Église catholique, représentée par le pape Pie VII, et le consulat républicain dont il est le chef depuis novembre 1799. Pour la petite histoire, je vous rappelle que le pape signataire du Concordat de 1801 n'est autre que le pape Pie VII, qui assistera au couronnement impérial du 2 décembre 1804 et qui est représenté dans le tableau de Jacques-Louis David que nous avons étudié ensemble lors de la séance précédente. Et à travers ce concordat, il est évident que là encore, Bonaparte peut être considéré comme le digne héritier de la Révolution française, parce que certes, il a signé la paix avec l'Église catholique, certes, il a rétabli l'Église catholique dans ses droits d'avant la Révolution et particulièrement d'avant la Terreur. Dorénavant, les prêtres auront le droit à nouveau de dire la messe, les moines et bonnes sœurs auront le droit de se retirer dans leur monastère sans risquer tout simplement de mourir. D'accord? Mais le pape Pie VII a été obligé d'accepter, ce que aucun pape n'avait fait avant lui, d'accepter, disais-je, que la religion catholique ne soit plus que la religion majoritaire des Français, et non la religion officielle des Français, ce qui veut dire que le pape Pie VII reconnaît aux Français le droit d'avoir ce qu'on appelle la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de choisir pour soi-même et pour sa famille éventuellement la religion de son choix. Donc autrement dit, c'est approuvé officiellement l'article 10, je crois, de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et c'est accepté une bonne fois pour toutes aussi que l'édit de Fontainebleau de Louis XIV, l'obligation pour tout Français d'être catholique, et bien là aussi c'est fini, définitivement fini. Et on voit le talent d'un Bonaparte qui arrive finalement à faire accepter l'inacceptable par le pape Pie VII. Selon les principes de liberté, donc encore une fois liberté de conscience, liberté de choix religieux, mais aussi d'égalité. Parce que si l'Église catholique n'est qu'une religion parmi d'autres, au même titre que le protestantisme, au même titre que l'islam, que le bouddhisme, que l'hindouisme, pourquoi pas, c'est-à-dire toutes les religions, ou sans oublier la religion juive, le judaïsme, c'est-à-dire toutes les religions qui sont représentées sur la gravure que vous avez sous les yeux, eh bien elles sont toutes considérées par le consul Bonaparte
comme égales les unes les autres. Et on voit Bonaparte, vous avez remarqué qu'il est un petit peu au-dessus des différents chefs religieux, et il désigne ce triangle lumineux qui nous rappelle la représentation de la divinité universelle, le grand horloger de l'univers si cher au philosophe des Lumières Voltaire, ce triangle que l'on retrouve dans le tableau célébrant, le tableau La Peinture, célébrant le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC de 1789. Oui, Bonaparte est l'héritier, le digne continuateur de la Révolution française. Au nom du principe d'égalité, la Révolution française avait mis en place un système de poids et mesures identiques dans tout le pays, et c'était la naissance du système métrique et de ses dérivés, les kilogrammes, les litres, etc., etc. Et oui, tous ces éléments de mesure, nous le devons à la Révolution française. Alors, non seulement Bonaparte, devenu Napoléon Ier par la suite, va conserver le système métrique, mais en plus, au nom toujours du principe de l'égalité entre les Français, il va doter le pays d'une monnaie unique qu'on appellera le franc germinal, franc comme France, ça va de soi, germinal parce que au mois de mars, selon le calendrier républicain révolutionnaire, eh bien c'est le mois de germinal, et c'est une pièce qui est soit en argent pur, soit en or. Pour les plus rares, les plus importantes, les pièces de 20 francs, vous en avez une représentation sur la diapo en haut à droite, avec donc l'avers et le revers, pile ou face si vous préférez. Et j'attire votre attention d'ailleurs sur le fait, c'est un petit détail, mais que cette pièce-ci est de frappe assez tardive. Elle date d'après 1804, et je le sais parce que si l'on regarde le revers de la pièce, il n'est plus marqué Consulat ou République française, mais il est gravé Empire français. Et on en a la confirmation en dessous, puisque sous les feuilles d'olivier, sous la ramure d'olivier, il est gravé 1812. Et pour que la monnaie unique, le franc germinal, puisse égalitairement être distribué dans tout le pays, il va falloir créer une banque centrale qui en fait a déjà été créée depuis 3 ans, puisqu'elle a été créée dès le 18 janvier 1800. Et cette banque centrale qui va émettre le franc germinal aussi bien pour les entreprises que pour les simples particuliers, eh bien vous l'aurez compris, c'est la Banque de France. Donc Napoléon, par ce souci de centraliser les grandes décisions économiques et par le souci de permettre à tous les Français d'être à égalité devant la monnaie, est le digne continuateur de la Révolution française. Même démonstration avec la décoration de la Légion d'honneur, oui, celle qui existe toujours, celle que Johnny Hallyday en son temps a reçue, la Légion d'honneur qui a donc survécu à Napoléon Ier et au Premier Empire. Eh bien, en fait, Bonaparte n'a évidemment pas inventé le principe des décorations. Bien sûr, la monarchie française, la monarchie absolue, possédait ses propres décorations, mais avec une différence de taille, c'est que les décorations étaient remises par le roi strictement à la noblesse, c'est-à-dire que la noblesse se récompensait elle-même. Autrement dit, on ne pouvait véritablement être décoré que si l'on faisait partie de l'ordre privilégié de la noblesse par le sang, par la naissance. Alors qu'avec la Légion d'honneur,
Napoléon Bonaparte va récompenser tous les Français qui auront mérité de la patrie, c'est comme ça que l'on dit, surtout des militaires d'ailleurs. Bon, à une époque où le pays va être en guerre quasi en permanence, c'est tout à fait logique. Quelques civils, comme par exemple Jacques-Louis David, qui aura bien mérité de la patrie pour avoir peint le sacre du décembre 1804. Il ne touchera pas forcément les 100 000 francs que Bonaparte lui a promis, mais il recevra la Légion d'honneur, qui a été créée en 1802. Et donc du coup, cette récompense de l'État, cette récompense officielle, où on voit Bonaparte décorer un soldat qui a perdu un bras au cours d'une bataille, eh bien, elle est ouverte à tous, non plus selon l'origine, non plus selon la naissance, mais selon le mérite. C'était déjà cette reconnaissance de l'égalité des droits, des chances par le mérite, c'était déjà contenu dans les cahiers de doléances de l'année 1789 et c'est contenu en toutes lettres dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Toujours selon le principe d'égalité, l'égalité des chances en particulier, Napoléon Bonaparte crée des lycées d'enseignement supérieur, nos lycées d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un peu le hasard, mais le tout premier lycée fondé par Bonaparte, en fait c'était le premier papier de la pile, c'est, figurez-vous, le lycée Banville. Bon, il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était le lycée de Moulins, sur Allier, le futur lycée Banville. Et dans ces lycées, Napoléon va former la future élite du pays, en particulier les fonctionnaires, les futurs serviteurs de l'État. Et en quoi est-ce que Bonaparte est fidèle à l'esprit de la Révolution? Eh bien, c'est tout simplement parce que les futurs lycéens, dont vous apercevez des exemplaires à gauche sur la gravure, hein, et vous voyez qu'ils portent un uniforme qui rappelle celui des militaires, et pour cause, si vous avez l'occasion un jour d'aller au Banville, vous verrez que même si le Banville a été pas mal modernisé depuis sa fondation en 1802, le Banville ressemble quand même furieusement à une caserne, et pour cause, puisque les lycéens sont élevés à la dure, hein, ils sont élevés selon une discipline très stricte, celle de militaires, avec des adjudants, hein, adjudants c'est un grade dans l'armée, qui sont des professeurs de PS de l'époque, hein, donc on n'y plaisante pas, on y apprend d'ailleurs des matières qui sont assez limitées, hein, français, latin, mathématiques, c'est extrêmement strict et précis, mais justement l'enseignement est le même pour tous les élèves de France, strictement le même, et surtout, et l'égalité est là encore célébrée, c'est que les enfants qui vont fréquenter les lycées sont choisis selon leur mérite et non pas selon leur origine sociale. En théorie, un fils de paysan, bon, il a quand même peu de chances d'arriver dans un lycée, c'est sûr, mais un fils de paysan qui aura été repéré pour son intelligence exceptionnelle a autant de chances de poursuivre ses études dans un lycée de Bonaparte qu'un enfant de la noblesse. Ce n'est plus l'origine sociale qui compte, mais le talent, le mérite. En cela, Napoléon Bonaparte est le digne héritier de la Révolution. Dernier élément de démonstration, ce que l'on appelle le Code civil, qu'on a aussi appelé en son temps le Code Napoléon, mais dont le vrai nom est le Code civil des Français. Alors là encore, ça n'est pas Napoléon qui a inventé la loi. Elle existait déjà avant la Révolution, évidemment, sauf que la loi était locale. Elle était même ce qu'on appelait coutumière, locale, c'est-à-dire que la loi n'était pas la même partout en France. Et Napoléon Bonaparte, en 1804, le 21 mars, lorsqu'il promulgue le Code civil des Français, pour la première fois, il s'agit d'un Code civil écrit,
qui a donc toutes les chances d'être connu de tous, puisqu'il est écrit, et surtout, et en cela Napoléon Bonaparte est bien encore une fois le digne héritier de la Révolution, la loi sera la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Autrement dit, vous reconnaissez là l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous avons étudié en détail en EMC lorsque nous avons étudié les droits et les libertés ensemble il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, le divorce qui a été autorisé sous la Révolution, c'est-à-dire le droit de mettre fin à un mariage, ce droit qui a toujours été refusé par l'Église, puisque je vous le rappelle, avant la Révolution, le mariage voulu par Dieu ne pouvait être brisé que par Dieu, autrement dit par la mort d'un des deux époux. Et bien là, Bonaparte décide de conserver le droit au divorce, notamment par consentement mutuel, et l'égalité des enfants en matière d'héritage. Donc ça encore, c'est un acquis de la Révolution que Bonaparte va conserver dans son Code civil, même si dans le détail, il va rendre le divorce assez compliqué malgré tout à demander, et surtout compliqué pour les femmes. C'est plus facile pour l'homme de divorcer que pour la femme. Parce qu'il faut bien le reconnaître, même si le Code civil prévoit que la loi est la même pour tous, encore une fois, malgré tout, il y a quand même quelques entorses à cette égalité de droit ou de devoir, parce que la femme, qui je vous le rappelle à l'époque n'est rien sur le plan civil, la femme n'est pas une citoyenne, la femme n'est pas l'égale de l'homme, et le Code civil des Français de Napoléon Bonaparte se fait le reflet de cette discrimination socialement acceptée et revendiquée par les hommes, puisqu'elle est en leur faveur. Il est écrit quand même en toutes lettres dans le Code civil, et c'est assez savoureux, il est écrit de lire que la femme doit obéissance à son mari. Alors j'imagine que mesdemoiselles qui m'écoutez en ce moment, vous devez en frissonner de dégoût ou d'agacement, mais que voulez-vous, la société était machiste à l'époque, et quand on parlait de l'égalité des droits de l'homme et du citoyen, c'était bien le citoyen au sens sexué du terme, la femme à l'époque ne comptait pas. C'est pour ça d'ailleurs que la femme était une éternelle mineure qui passait des mains du père entre les mains du mari, donc elle passait d'une soumission à une autre, ce qui veut dire que la femme ne pouvait pas, sauf très rare exception, administrer ses propres biens. Ses propres biens devenaient ceux de son mari, qui pouvait en faire ce qu'il voulait, les vendre, les donner, les dépenser. Voilà. Donc, et de même pour l'enfant, l'enfant doit obéissance à ses parents, et particulièrement au père, et la minorité était fixée à 25 ans à l'époque, je vous le signale, pas 18 ans comme aujourd'hui, ce qui veut dire que par exemple, que si le père disait non à un projet de mariage, eh bien, à son fils, eh bien, le mariage ne se faisait pas. Tout simplement. Donc égalité oui, mais égalité dans le contexte des mentalités et de la société de l'époque. Voici enfin venu, je devine votre grande impatience, le temps de l'exercice de synthèse qui annonce la fin de la séance. Donc l'idée, ça va être de bien comprendre que le consulat est dans l'esprit de la grande révolution de 1789, autrement dit que Bonaparte est bien l'héritier, le continuateur de la Révolution française. Alors pour ce faire, c'est très simple, j'ai fait un tableau en 3 colonnes. La première colonne comporte des dates
qui s'étendent sur un laps de temps assez court, hein, puisqu'on va de février 1800 à mars 1804, autrement dit la courte mais riche mais essentielle période du consulat républicain, dont Bonaparte est le chef. La colonne du milieu recense les différentes mesures, les différentes réformes mises en place par le consul Bonaparte. On les a vues au cours de la séance, hein, les lycées, le code civil, la Légion d'honneur, etc. Et enfin, la dernière colonne, une description de la mesure, une sorte de résumé rapide de la mesure prise par le consul, en accord avec les idéaux révolutionnaires de 1789. Donc l'idée, c'est d'associer chaque date à sa mesure et à sa description par une même couleur. Alors les couleurs, il faut aller les chercher dans la colonne centrale, celle des mesures, comme vous pouvez le voir, et j'ai déjà positionné une couleur dans la chronologie, puisque comme il y a eu deux mesures prises en même temps, en mai 1802, ben voilà, ça évitera toute contestation, tout problème. Eh bien, je vous laisse faire l'exercice, n'hésitez pas à me mettre en pause, le temps de bien lire, de bien réfléchir, et de trouver les bonnes réponses. À tout de suite. Voici le corrigé. Bon, bah, si vous avez bien suivi, normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'erreurs, voire pas d'erreurs du tout. Donc, février 1800, ça correspond au préfet de département. Bonaparte conserve et améliore le système des départements de 1789. L'année suivante, en juillet 1801, c'est la signature du concordat religieux par lequel Bonaparte confirme la liberté de conscience et l'égalité entre les religions, et le pape Pie VII accepte, peut-être la mort dans l'âme, mais accepte néanmoins cette liberté de conscience et l'égalité entre les religions en France. Mais 1802, donc époque très active dans la vie du consul, c'est à la fois les lycées d'enseignement, la future élite de la nation, les fonctionnaires en particulier, y est formée sans discrimination d'origine sociale, uniquement sur la base du mérite, mais c'est aussi la Légion d'honneur, une décoration qui récompense les Français selon leur mérite, notamment militaire, et pas selon leur naissance, leur origine sociale. Puis l'année d'après, mars 1803, c'est le franc germinal, une même monnaie pour tous les Français au nom de l'égalité, et toujours dans la logique de l'égalité, en mars 1804, un an après, jour pour jour quasiment, le Code civil, pardon. Désormais, la loi est écrite, elle est la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse, elle est garante des libertés et de l'égalité entre les citoyens français. Voilà. Alors, il nous reste à découvrir, avant la leçon, les dates clés de la séquence que nous avons vue tout au long de la séance. Donc 1800 à 1804, le consul Bonaparte crée les préfets, le franc germinal, les lycées, etc. C'est toutes les réformes du consulat que nous venons de voir. Avec un zoom en particulier sur l'année 1801, le consul Bonaparte signe le concordat avec le pape Pie VII. Et un autre zoom le 21 mars 1804, le Code civil des Français, appelé aussi Code Napoléon, entre en vigueur en France. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne lecture et un bon apprentissage de la leçon de la séance, dont le thème était, je vous le rappelle, Bonaparte, continuateur de la Révolution. J'espère que la séance vous a intéressé. Elle était riche, effectivement, elle était peut-être pas très complexe, mais riche. L'idée principale, je crois, elle était simple à comprendre. La démonstration était un peu plus complexe. Voilà, donc j'espère que la séance vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la démonstration inverse. Napoléon a trahi la Révolution. Et oui, à bientôt.